Bon matin, moi c'est Miguel-Antoine Blondin-Pérez, mon collègue Sully, et puis ma collègue Manuela. Nous sommes NGMN, les nouvelles gauches du matin network. Merci. La guerre en Ukraine, le pipeline Nord Stream 1 et 2, l'immigration, puis on aura aussi les sports et Galaxy Elements. À la une aujourd'hui, le soccer peut-il vraiment sauver l'humanité? Il semblerait bien que oui. C'est ce qu'ont démontré les Galaxy Elevens en remportant 4-3 un match décisif contre les Hurricanes, peut-être même le match le plus décisif du siècle. En effet, mon cher, j'irais même jusqu'à dire le match le plus important de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, 4-3 pour les Galaxy Elevens, fallait y être. Absolument, absolument. Cette affaire qui, disons-le, a été incroyable du début à la fin, fut parsemée de rebondissements plus ahurissants les uns que les autres. Oui, incroyable comme vous dites. Une race extraterrestre qui débarque en vous condamnant à l'extermination, à moins que vous n'emportiez un match de soccer contre eux. On va vraiment pas ça tous les jours. Non, c'est vrai, on en rigole maintenant, mais reste que ce fut une période d'angoisse extrême pour tous. La tension se faisait sentir au niveau planétaire, je dirais. Sans l'ombre d'un doute, oui, mais je pense que la quantité de ressources ayant été déployées, autant humaines que matérielles, pour nous donner une chance de voir le soleil se lever encore, est une belle ode à la ténacité, la créativité et le désir de vivre de l'être humain. En effet, oui. Chacun des 11 membres de l'équipe fut choisi minutieusement parmi les meilleurs clubs du monde par un conseil d'experts. C'est d'ailleurs le très renommé Franz Beckenbauer, membre du conseil, qui fut nommé entraîneur des Galaxy Elevens. Durant l'année qui nous a été accordée par les extraterrestres pour nous préparer, nos 11 héros furent déplacés dans un centre d'entraînement officiellement construit pour eux, en plus d'être soumis à un entraînement intensif d'une duration de plusieurs mois, aidé d'équipements ultra sophistiqués qui a d'ailleurs été conçu sur mesure. N'est-ce pas dans ce même bâtiment d'ailleurs que les extraterrestres ont été accusés d'avoir pénétré par effraction avec un automate espion dans le but de voler des données confidentielles sur les joueurs et leur entraînement? Ce même bâtiment, oui. Et rappelons que ce ne fut qu'une des innombrables controverses concernant l'événement. Je me souviens encore du jour où le conseil de sélection a annoncé la composition de l'équipe. On aurait dit que la fin du monde avait été devancée. C'est certain, en fait, que le fait de n'incorporer aucun défenseur à l'équipe a créé, je dirais, un certain malaise, un scepticisme général, si on veut, que tu partageais d'ailleurs. Je sais. Mais n'empêche que n'avoir qu'un gardien pour assurer la défense était définitivement un pari risqué, mais qui, au final, s'est avéré des plus judicieux. C'est sûr! À la surprise de tous, il y avait comme un champ de force faisant le périmètre du terrain qui avait pour but d'empêcher les hors-jeux. Cela s'est d'ailleurs avéré bénéfique à la composition offensive des Galaxy Elevens qui ont brillamment fait de cette anormalité un atout. Ironiquement, le fameux champ de force fut aussi la controverse, ce qui est comprenable considérant que le terrain de jeu fut développé par les extraterrestres seulement une semaine avant la confrontation. Ils ont par le même coup annoncé qu'ils fourniraient eux-mêmes un drone faisant office d'arbitre suite à des tentatives de négociation. Ils ont toutefois accepté que le drone soit examiné par des chercheurs et des techniciens humains. Ce qui rend d'autant plus impressionnant la victoire des Galaxy Elevens. Après tout, ce furent 11 styles et personnalités différentes qui avaient pour devoir de ne faire qu'un dans le but de sauver l'espèce humaine. C'était carrément le premier match qu'ils jouaient ensemble. Espérons que c'était aussi le dernier. Ok, oui, je pense que nous avons tous eu une dose plus que suffisante d'angoisse existentielle. Mais oui, bon, comme vous disiez, beaucoup de joueurs très talentueux, certes, mais qui n'avaient jamais eu la chance vraiment de créer une bonne chimie entre eux, de bâtir une synergie solide ayant fait ses preuves. De plus, les joueurs des Hurricanes étaient, ma foi, absolument massifs. Mesurant environ 2 mètres et pesant plus de 91
91 kg chacun, selon nos estimations. Leur imposante stature était pourtant traîtresse de leur rapidité et leur agilité. Que c'est excitant. Ouf, il fait comme chaud tout d'un coup. Oui, absolument. Une agilité aérienne comme jamais je n'ai vu en 20 ans de carrière. Je veux dire, la capacité qu'avaient les Hurricanes à manipuler le ballon dans les airs était des plus ahurissantes, absolument. Ils avaient une telle confiance, une telle fluidité, on aurait dit des lièvres ou des aigles, ce qui, je dois dire, rend la victoire des Galaxy Elevens encore plus impressionnante. C'était nos meilleurs, nos plus braves, notre équipe. En effet, oui. On peut dire qu'on est fiers d'avoir vécu pour voir ce jour. Mais sur ce, allons à la pause. Au retour, une nouvelle étude de l'Institut canadien du sport suggère qu'un fessier plus volumineux causerait un rendement sportif plus faible. Les hanches nous auraient-elles menti? On en discute avec Shakira et Steven Dilkes, chercheurs en chef de l'étude et médecin-chef de l'Institut. Êtes-vous fatigué de ne pas être assez rémunéré pour votre dur labeur, qui ne fait qu'au final ne bénéficier que des patrons ingrats, de ne toucher qu'une fraction de la valeur que votre travail produit, de n'être qu'un rouage dans la machine qui se sent vivant que lorsqu'il est hors du système? En avez-vous assez que l'on débarque chez vous, que l'on cause la souffrance de vos amis et de votre famille, tout en s'appropriant les ressources de vos terres natales? Des politiciens qui se disent du peuple, mais qui n'adressent pas la racine de vos problèmes, des choses qui changent trop peu ou trop lentement, voire jamais, et souvent pour le pire? N'êtes-vous pas exaspéré que l'on marchandise absolument tout, même vos valeurs et vos convictions les plus fortes? Alors soyez sans crainte, car le parti d'avant-garde et la violence révolutionnaire sont là pour vous aider. Mais qu'est-ce qu'un parti d'avant-garde? Eh bien, l'avant-garde est simplement la fraction la plus consciente et la plus politisée du prolétariat. Les organisations avant-gardistes militent pour tirer la classe ouvrière, vous, faire une politique révolutionnaire et prendre le pouvoir politique. Donc, une clique de politiciens comme n'importe quel autre? Eh bien, l'avant-garde est simplement la fraction la plus consciente et la plus politisée du prolétariat. Les organisations avant-gardistes militent pour tirer la classe ouvrière, vous, faire une politique révolutionnaire et prendre le pouvoir politique. Mais pourquoi la violence? Je suis un pacifiste, moi. Si on pouvait simplement ouvrir un dialogue et chercher à se comprendre l'un de l'autre, on se porterait beaucoup mieux. Ah oui, peut-être, mais... Nous vivons dans une société bâtie largement sur nos dos. Bien que nous avons cessé d'être exploités aussi ouvertement, nos droits sont sans cesse brimés, nous sommes sans cesse traités comme des moins qu'humains et la discrimination et la violence dont nous sommes victimes sont constamment banalisées. Nous exigeons d'être traités comme des humains et de recevoir des réparations appropriées pour compenser les torts qui nous ont été faits. Il faut exterminer toutes les minorités et dégénérés sans exception et par tous les moyens possibles dans le but d'unifier et de purifier notre pays blanc. Intéressant. Les deux côtés marquent de bons points. Il faudrait ouvrir un dialogue entre ces deux agents rationnels de manière à trouver un compromis et préserver la paix. De plus, nous vivons malheureusement dans un monde rempli de et bâti sur la violence. S'opposer à toute violence veut dire que vous vous opposez aussi à l'existence des forces policières et des forces armées, ainsi que des forces de l'ordre en général, ce qui je doute d'être le cas. En plus, ne considérez-vous pas les révolutions américaines et françaises, par exemple, comme des événements positifs? Eh bien, sachez donc que ces révolutions, la plupart d'entre elles en fait, sont presque toutes marquées par les violences les plus sanglantes. Ce sont, après tout, les locomotives de l'histoire. Et, comme un grand homme l'a si bien dit, et je cite, « Le pouvoir politique naît du canon d'un fusil. Quiconque possède une armée possède le pouvoir. Car la guerre règle tout. » Bref, n'oubliez pas d'agiter et d'organiser. Bonjour, moi c'est Manuela et je vous passe mon collègue Miguel Antoine qui va vous parler de la situation de la guerre d'Ukraine. Depuis le 24 février 2022, l'Ukraine fait des efforts défensifs et même contre-offensifs vis-à-vis l'offensive russe. C'était depuis déjà bien des années que des troupes s'élançaient au port de l'Ukraine. La Russie avait déjà annexé la Crimée en 2014. Similairement qu'en 2014, les pays développés de l'Europe
et du monde n'aident pratiquement pas les efforts de l'Ukraine. Oui, de fortes sanctions furent émises envers la Russie, mais ce n'échappe pas au fait que si l'armée étrangère s'impliquait du conflit, la situation serait déjà réglée. On peut bien argumenter que d'autres pouvoirs s'impliquent tout aussi, mais avec la puissance de l'Ouest. Au contraire, l'Ukraine doit survivre face aux bombardements russes, et ce depuis 8 mois. L'Europe soutient l'Ukraine avec des aides financières et des armements. Les pays de l'Union européenne, au fond, font ça afin de subsister elles-mêmes en gardant sa ressource à flot. En effet, un accord avec la Russie fut fait dans le but de laisser passer les grains de l'Ukraine vers l'Europe. Cet accord a pour but de laisser passer les navires ukrainiens pleins de grains à travers la mer Noire. Ainsi, une flotte de l'ONU viendrait défendre ses propres intérêts au lieu de mettre fin à la guerre. Cette position qu'a l'Ukraine est favorable pour les pays comme la France et la Grande-Bretagne. Oui, en effet, ce conflit serait déjà réglé si les pays développés comme les États-Unis repoussaient les Russes jusqu'à leur territoire respectif. Cette invasion ayant pour but des infrastructures économiques se font aux dépens de la population des territoires contestés. Ce serait sans doute la faute des pays développés, dont les pays de l'Union européenne. Cette proposition est renforcée par le fait que c'est la classe moyenne ou bien l'homme moyen ukrainien qui se lève pour se débattre contre l'envahisseur. Sous un aspect politique, tandis que l'Ukraine repousse de manière fervente la Russie, elle dépend du support international pour sa défense. Un support qui se qualifie avant tout d'économique, matériel et émotionnel. Bref, un support indirect. Explorons pourquoi cette invasion a lieu en premier lieu. On remonte à la fin de la guerre froide, un conflit politique entre l'idéologie capitaliste et l'idéologie communiste. Depuis l'éclatement de l'URSS, des fragments de l'ancienne Union soviétique se sont joints à l'Union européenne au fur et à mesure du temps. Depuis, les pouvoirs de la Russie, notamment la capacité industrielle et économique, sont en déclin. On rapporte l'invasion à cette plus en plus définitive séparation entre ces fragments et la Russie. Maintenant que la sphère de pouvoir de l'OTAN et de l'Union européenne se rapproche des frontières de la Russie, il est donc possible de dire que ce sont les plus grands pays qui sont à blâmer. On ne peut jeter la faute à l'Ukraine ou à la Russie, il faut plutôt jeter la faute à l'Union européenne et les pays plus développés qui tentent de sauvegarder et même d'accroître leur position économique privilégiée aux dépens de la Russie et de l'Ukraine. Il faut voir le vrai problème. Les pays importateurs riches exploitent ces pays exportateurs. De plus, à la fin de cette guerre, il faudra reconstruire qui sera en charge des réparations. L'allié premier de l'Ukraine, l'Europe. Je me tourne maintenant vers Manuela qui nous parlera de l'immigration en hausse au Canada. Le Canada est l'un des pays qui accueille le plus d'immigrants dans le monde. En effet, d'après les projections démographiques récentes des statistiques canadiennes, les immigrants pourraient représenter près de 29 à 34% de la population d'ici 2041. Des millions de personnes décident de s'installer au Canada et le taux d'immigration augmente actuellement à grande échelle. En 2021, plus de 8 millions de personnes étaient ou avaient déjà été des immigrants reçus ou des résidents permanents au Canada. Il s'agit de la plus forte proportion depuis la Confédération, dépassant le sommet atteint en 1921 qui était de 22%, ainsi que la proportion la plus élevée parmi les pays du G7. La pandémie du COVID-19 a mis en valeur la contribution des immigrants dans le marché du travail. Comme le nombre de postes vacants à la fin de 2021 était de 80% plus élevé qu'avant la pandémie et de la main-d'œuvre vieillissante, l'immigration est désormais plus jamais importante pour le marché du travail. Ces immigrants récents sont constitués d'une structure d'âge qui est plus jeune que la population générale et cette structure d'âge constitue d'un bassin de travailleurs qui peuvent aider à atténuer les répercussions des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs et des régions dans l'échelle du pays. De 2016 à 2021, les immigrants représentaient près de 80% de la croissance de la population active. De plus en plus d'immigrants ont une expérience préalable à l'admission et une grande proportion d'immigrants récents ont été sélectionnés en raison
de leur capacité à contribuer à l'économie du pays. Les immigrants sont sélectionnés dans la catégorie économique en fonction de leur potentiel à répondre aux besoins du marché du travail ou pour créer des possibilités économiques en étant propriétaires ou exploitants d'une entreprise, investisseurs dans une entreprise ou par l'entremise d'un travail autonome. En 2021, plus que la moitié des immigrants récents vivant au Canada ont été admis dans la catégorie économique ou comme demandeurs principaux à personne à charge. Donc, on voit bien que les immigrants contribuent beaucoup dans l'investissement ou dans la production de l'économie. Une grande partie des étudiants étrangers viennent au Canada pour chercher une possibilité d'immigration. Ils sont attirés par la grande qualité de l'enseignement, la diversité, la sécurité, le coût de la vie abordable et les perspectives. Il s'avère qu'une grande majorité décide de rester et de faire une demande de citoyenneté afin de construire un avenir et de s'établir dans le pays. Cela est bien avantageux pour le gouvernement canadien parce que c'est exactement le type d'immigrants potentiels que notre pays doit courtiser. Telle qu'est la position exprimée par le gouvernement fédéral libéral, à l'heure où il cherche, comme promis, lors de la campagne électorale, à rendre la politique d'immigration plus favorable aux diplômés étrangers dans l'établissement postsecondaire canadien. D'autres étudiants étrangers viennent au Canada pour pouvoir obtenir leur diplôme et devenir des travailleurs formés, pour pouvoir retourner dans leur pays et répondre aux besoins du marché du travail ou pour créer des possibilités économiques en étant propriétaire ou exploitant d'une entreprise. Au final, le gouvernement canadien est gagnant dans cette histoire parce qu'il profite des étudiants formés et jeunes pour pouvoir occuper les emplois importants et en grande demande de main-d'œuvre. Si c'était l'état contraire, ces étudiants formés retourneraient dans leur pays et donneraient la chance à leur pays de se développer. Mais comme ce n'est pas le cas, cela crée un développement inégal parce qu'au final, le Canada tire beaucoup plus de profit à partir des étudiants étrangers et améliore sa situation économique. L'investissement de l'argent donné pour les études finit par être un échec pour le développement des pays non industrialisés parce qu'ils sont en manque d'étudiants formés et de main-d'œuvre dans le marché du travail. Je vous passe maintenant mon collègue Miguel-Antoine pour faire le point sur la situation du système de gazoduc Nord Stream en territoire russo-allemand. Le gazoduc Nord Stream 1 et 2. En septembre, 2 gazoducs vitaux pour l'Europe furent endommagés. La Russie, tant exploitée pour sa ressource, vient de se venger contre l'Europe. Aujourd'hui, Nord Stream 2 vient d'être remis opérationnel. Et ce n'est point surprenant que cet événement intimidant pour l'Allemagne, pays développé, se sentant menacé, leur incite à refuser l'offre de réactivation du gazoduc. L'Allemagne, n'étant pas habituée d'être dépendante, refuse de l'être. Donc, pour garder son avantage de pays industrialisé, doit repenser ses ressources d'approvisionnement dans les pays en voie de développement pour faire continuer de fonctionner leur économie. Ils se tournent vers l'importation massive de cette ressource, leur port étant malgré tout déjà complètement surchargé. Il paraît que les égos de ces économies massives sont plus importants que la bienséance de leurs habitants. L'Europe se tourne maintenant vers la Norvège que son propre gazoduc. Pour contrer cette surcharge massive d'importation, le développement de nouveaux ports a aussi lieu, mais les 2 prochains hivers seront très difficiles. Ils pourraient se démerder comme les autres pays moins riches le faisaient avant, mais ils préfèrent ne pas dépendre envers les autres. C'était NGMN, Nouvelle Gauche du Matin Network. Merci d'être avec nous pendant notre programme. Nous espérons vous voir demain.